dans cette édition d'information de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Toutes nos excuses pour ce léger retard dans lequel nous débutons ce journal suite au lancement du direct du Parlement réuni en congrès pour la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle. Encore une fois, madame, monsieur, bonjour. Une motion d'information sur la mise en œuvre de la loi des finances exercice 2025 visant le respect de principe de l'annualité budgétaire repris dans la Constitution a été initiée dernièrement par l'honorable député Faustin Kaziteriko Kenda. C'était au cours d'une plénière présidée par le président de cette institution. La proposition de loi portant prorogation de l'état des sièges dans la partie est du pays a été examinée le jeudi au cours de cette plénière. Outre ces points, l'honorable Kaziteriko Kenda Faustin, autrement appelé son éminence Maître Kazi, l'élu de la Funa et président des Congo Unis, a soulevé une mention d'information sur la mise en œuvre de la loi de finances exercice 2025. À respecter le principe de l'annualité budgétaire qui est consacré dans la Constitution, qui est aussi repris dans la loi des finances. Dans la Constitution, il est dit, je crois à l'article 117, que l'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Le ministre du budget, quand lui il signe sa note circulaire relative à l'exécution du budget, 2 semaines après que l'exercice budgétaire tel que consacré dans la Constitution ait commencé, à ce moment-là, je ne sais pas comment est-ce que le budget s'exécute. C'est une pratique qui est en marge de la loi. C'est pour cela nous demandons au ministre du budget qu'il puisse respecter le principe de l'annualité budgétaire qui veut que le budget de l'État commence à être exécuté le 1er janvier. Une motion motivée par le speaker de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe Wakaningini. Donc nous pensons que non seulement c'était une motion d'information, mais c'est aussi une recommandation. Donc votre bureau va écrire au ministre d'État du budget. Autre chose, le gouvernement de la République vient de disponibiliser une enveloppe de plus de 450 000 $ américains pour la réfection de la grande école de formation des hommes en uniforme de la RDC située à Kisangani dans la province de la Chopo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a procédé au lancement de ces travaux de réhabilitation, nous dit Bobo Anan Mukonzi. À première vue, ce centre donne l'impression d'un site abandonné, visité 5 mois plus tôt par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. Cet espace de formation des hommes en uniforme à Kisangani, dans la province de la Chopo, va reprendre son éclat et se débarrasser du coup du vieux à travers une rénovation de ces bâtiments. Et c'est dans le cadre du programme de la réforme du secteur de la sécurité, répondant à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 450 000 $. Un montant disponibilisé par le gouvernement central pour la rénovation de ces plus grands centres de formation de la police en République démocratique du Congo. Pour la circonstance, le patron de la sécurité nationale, Jacques Chabani, a appelé les génies de la police à exécuter ces travaux dans un délai record de 60 jours. Nous avons un énorme besoin en termes d'effectifs au sein de la police nationale, en termes de qualité de nos éléments. Et c'est l'instrument ici présent, que nous sommes en train de réhabiliter tous ensemble, qui va nous permettre de répondre à ces défis. J'estime qu'ensemble, nous évaluons la hauteur et l'importance de l'acte que nous sommes en train de poser pour répondre à ce besoin et à ce souci tel que le président de la République l'avait promis. Le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongola, a remercié le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette école à travers l'implication personnelle du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui vient résoudre dans une certaine mesure le problème des sous-effectifs de la police, avec déjà l'identification des 2200 nouvelles recrues qui seront acheminées à Kisangani pour suivre leur formation dans des conditions décentes. La quasi-totalité des circonscriptions foncières sont des locataires. Pour relever ces défis, la ministre d'État des Affaires foncières a doté la circonscription foncière de Bandalungwa de son propre siège moderne. Eric Kabamba. La circonscription foncière de Bandalungwa vient d'être dotée d'un bâtiment administratif moderne.
C'était au cours d'une cérémonie de coupure des rubans symboliques que la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandou Lambongo, a inauguré ce jeudi 19 décembre 2024. Dans son mot, Madame le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Bandalungwa, Claudine Odiangala Mouloumé, a exprimé, au nom de tous les agents et cadres, ses sincères remerciements à la ministre d'État pour l'octroi de ces nouveaux locaux qui vont significativement améliorer les conditions du travail. Excellence Madame la ministre d'État, votre dévouement et votre présence ont permis de transformer cette idée à une réalité. De son côté, le secrétaire général aux affaires foncières, Gérard Mougangou, a remercié la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, pour sa bravoure et son implication personnelle qu'elle ne cesse de montrer à ce jour. Pour que les résultats soient très bons, la patronne des affaires foncières, Akasia Bandou Lambongo, selon elle, il faut que les agents travaillent dans de bonnes conditions. Je demanderai à ceux qui ont la gestion de cette personne construction de pouvoir gérer en bon père de famille ces beaux bâtiments que l'administration foncière, que l'État congolais leur a donné dans un cadre approprié pour travailler. Selon la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akasia Bandou Lambongo, est déterminée à assainir les affaires foncières, à redorer son image, à maximiser les recettes et à réduire les conflits fonciers. Parlons coopération avec cette initiative de modernisation du centre de lecture et d'animation culturelle dans la commune de Bandalungwa toujours. C'était sous le patronage de la ministre déléguée en charge de la coopération. Souzingoï et Tony Djouma ont signé ces reportages. Le gouvernement de la République tient à la promotion des centres de lecture et d'animation culturelle en RDC. C'est dans ce cadre qu'il faut placer la modernisation de ce centre situé dans la commune de Bandalungwa. L'événement a été marqué par un moment symbolique de l'inauguration d'une plaque commémorative par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi. Ce qui marque l'officialisation de l'initiative de modernisation des centres de lecture et d'animation culturelle, un projet qui va s'étendre à travers tout le pays. Motif de satisfaction pour le bourgmestre de la commune de Bandalungwa. L'ambassadeur de la République de Suisse, président des groupes des ambassadeurs francophones, a salué cette coopération et a souligné l'importance de soutenir les projets qui améliorent l'accès à l'éducation. La ministre déléguée en charge de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, a exprimé la nécessité d'étendre les centres de lecture et d'animation culturelle à travers tout le territoire national. Notre ambition est de moderniser le CLAC, faisant de cet espace un pôle d'innovation sans limite où nos jeunes auront l'opportunité, d'une part, d'exposer leurs talents et leurs réalisations, et d'autre part, de découvrir à travers la lecture la créativité qui sommeille en eux. L'événement s'est poursuivi par des échanges constructifs entre les participants avant de se clôturer par un moment de convivialité. Près de 50% des femmes de la République démocratique du Congo déclarent avoir subi une forme de violence domestique. Comment y remédier à ces problèmes? Eh bien, cette question a été posée au cours d'une table ronde sur les violences domestiques en RDC. Chimendondo pour le reportage. En République démocratique du Congo, les violences domestiques représentent une crise persistante et silencieuse. Elles prennent diverses formes physiques, sexuelles, psychologiques et économiques, exercées principalement au sein de familles, souvent par le partenaire intime ou des membres de ménage. Ces abus, bien qu'omniprésents, restent largement invisibles dans le débat public et sous rapport par le victime. Quand vous parlez de violence conjugale, on voit plus les conjoints, l'époux et l'épouse. Souvent, il y a des problèmes qui peuvent impacter négativement sur l'unité du foyer. Alors, domestique s'englobe tout le monde, c'est une unité de base. C'est dans ces contextes qu'il sera organisé une table ronde sur les violences domestiques en RDC avec pour thème « Unir le voix pour mettre fin aux violences domestiques vers une loi spécifique en RDC ». Cette table ronde visant à répondre à un besoin urgent de mobilier de parties prenantes pour aborder une problématique
qui demeure un défi majeur pour les droits humains, la santé publique et le développement social du pays. Rappelons que cette activité a pour objectif global de mobiliser le décideur politique, les acteurs de la société civile et les partenaires technologiques pour accélérer l'adoption d'une loi spécifique sur les violences domestiques en RDC. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a échangé avec les présidents des conseils communaux, les bourgmestres et les commandants des commissariats de la police. Au menu, l'amélioration de leurs entités respectives, nous dit Serge Merlemata. Au cours de cette importante rencontre, il a été question pour l'autorité urbaine d'aborder et d'évoquer les responsabilités et de rappeler à tout un chacun les objectifs clés de son mandat. Ceci dans le but d'améliorer l'image de Kinshasa. Daniel Bumba Lubaki a insisté sur la responsabilité des dirigeants locaux. Il a en outre exhorté les participants à cette importante réunion à mettre en place des actions concrètes et efficaces pour améliorer la gestion des entités respectives. À l'issue de cette réunion importante, le gouverneur de la ville de Kinshasa a formulé plusieurs recommandations claires et précises visant à améliorer les conditions de vie des Kinois et Kinoises. Le gouverneur de la ville a également exprimé son indignation face à certaines dérives observées dans plusieurs entités de la ville. Daniel Bumba Lubaki en a appelé à la conscience collective de tous et à une mobilisation active des bourgmestres, des conseillers communaux et des commissaires urbains pour redorer l'image, la vie de Kinshasa. Aussi, Daniel Bumba Lubaki a encouragé les bourgmestres à multiplier les initiatives de sensibilisation des populations locales afin de favoriser un changement de comportement durable. Il est donc impératif que chaque partie prenante assume pleinement ses responsabilités pour que Kinshasa retrouve sa plus belle robe d'antan, et ce, dans le cadre du programme Kin Ezobunga, qui vise à transformer la capitale en une ville célèbre, moderne et sécurisée. L'opération Ndobo, lancée dernièrement par le ministère de l'Intérieur, tombe à point nommé pour réduire le taux de délinquance dans la ville de Kinshasa. Une confirmation du bourgmestre de la commune de Kinshasa lors d'un entretien avec la presse. Junior Bonyoma et Joël Makela ont signé ces reportages. Traque des Koulouna Kinseso. L'opération Ndobo, Hamson en Lingala, tombe à point nommé. Pour le bourgmestre de cette commune, Asuel Godé, cette initiative a permis non seulement à mettre la main sur les bandits de grands chemins de sa municipalité, mais aussi les diverses dénonciations. Et cela porte déjà des bons fruits parce qu'on a attrapé beaucoup de Koulouna. Tous les Koulouna arrêtés, ils sont jugés publiquement. Et nous sommes déjà à la 5e séance des audiences foraines. L'obtention d'un permis de séjour pour les non-résidents de Kinseso, certes, un sujet évoqué lors d'un conseil communal, mais sans objet à séjour. C'est lors d'un conseil communal que nous avons proposé deux concepts. Un permis de séjour temporaire, soit une fiche d'identification. Et ce ne sont que des propositions. Nous avons envoyé ça au conseil communal pour approbation. Sinon, l'objectif, c'est d'identifier les Koulouna qui viennent d'autres provinces, qui collaborent de connivence avec les nôtres pour semer la désolation dans les familles. Cette proposition, à mon humble avis, n'a plus place. Parce que l'opération Ndobo est arrivée. Kinseso étant l'une des communes la plus touchée par le banditisme urbain, Godé Asuel compte sur l'opération Ndobo afin d'en finir avec les Koulouna qui troublent la quiétude des habitants de ce coin de la capitale. Corrigez avec moi, c'était plutôt une confirmation du bourgmestre de la commune de Kinshasa et non de Kinshasa. Poursuivant ce journal, il s'est clôturé à Goma dans le Nord Kivu, le dialogue provincial sur les bonnes pratiques des modes alternatifs pour la résolution des conflits. Reportage.
Les autorités judiciaires et acteurs non judiciaires, parmi lesquels les chefs traditionnels, réunis durant 2 jours en dialogue provincial sur les bonnes pratiques des modes alternatifs de résolution des conflits, ont officiellement clôturé les assises financées par le Royaume de Belgique le 18 décembre 2024 par la formulation des grandes recommandations issues des travaux en Carrefour. Les participants ont promis de capitaliser les acquis tout en saluant le mécanisme de marque qui favorise le rapprochement dans la résolution des conflits, comme en témoigne Maître Alain Lumbala. La pression vraiment service scolaire, c'est un très bon montant qui a existé à son temps, mais qui malheureusement n'avait pas bénéficié de certains appuis. Parfaite satisfaction pour Imosa Dounia Bienvoulois, coordinateur du projet en RDC, qui estime que ces assises ont une valeur ajoutée dans la contribution de marque. Le contenu de ces 2 jours de travaux nous permet de pouvoir contribuer à l'établissement des marques, mais à la promotion des marques au niveau central. Ces travaux ont été clôturés par le représentant de l'autorité provinciale, Maître Patrick Songuet, expert au cabinet du conseiller principal du gouverneur en charge de la justice. Notre but le plus important, c'est de voir les activités de ces projets s'étendre dans tous les points et les points de la province. Ces travaux ont été organisés par RCN Justice et Démocratie avec ses partenaires de mise en œuvre, dont UCOFEM, FAT et Common, dans le cadre du projet Agir pour une justice redevable, plurielle et intègre au Congo. L'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé vient d'adopter les 10 portants rectificatifs du budget de l'État, exercice 2024. Nathalie Mboula nous en dit plus. C'est sous les traditionnels coups de marteau de l'honorable Justin Zambandezou, président de l'organe délibérant provincial du Haut-Ouélé, que la séance plénière de ce mercredi 18 décembre 2024 sur l'examen du projet des 10 contenant le budget rectificatif pour l'exercice 2024 démarre avec la présentation de son économie par le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Ce dernier dévoile son contenu arrêté en équilibre en recettes et à dépenses à francs congolais 440 milliards 142 millions 810 272 centimes 56. S'en est suivi un débat assez critique, essentiellement sur les prévisions et leur exécution par le président et les rapporteurs de 5 groupes parlementaires. La réplique de Jean Bakomito aux préoccupations lui soumises a permis à l'honorable président Justin Zambandezou de constater la recevabilité de cet édit par tous les députés provinciaux à la grande satisfaction du gouverneur. Le budget rectificatif du budget 2024 est déclaré recevable, ce qui nous pousse à améliorer notre qualité de travail. Suivant l'instruction de son Excellence M. le Président de la République, c'est ce que nous faisons. Cet exercice du reste légal, c'est ça aussi la redevabilité et la transparence de la gestion. Cette séance ouvre la porte à l'analyse du budget 2025 qui interviendra très incessamment. Les membres du syndicat des agents de la division provinciale des finances et du budget de l'Ituri ont été invités à se mettre au service de leur pairs. C'est le message lancé par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire lors de l'installation officielle de cette corporation à Bunia. Après plus d'une décennie, la division provinciale de finances ainsi que celle du budget dispose désormais d'un syndicat à Ituri composé de 12 membres ainsi que de 10 autres pour le comité exécutif provincial. Ce comité a pris officiellement ses fonctions ce mercredi. Le président syndical national de cette corporation qui a patronné la dite cérémonie a appelé le comité local à jouer son rôle d'un syndicat digne de son nom. Ils doivent travailler correctement. Donc les instructions, j'ai pu épingler au moins 5 points qu'ils doivent respecter avant de procéder à une revendication. Il y a des règles à suivre. Moussemeza Assimou Eli, président de Sidia FIB de l'Ituri, promet de mettre ses expériences au service de ses membres. Pour sa part, le directeur du cabinet adjoint en charge des questions économico-financières, Dieudonné Omasumbo, parlant au nom du gouverneur de province, rapporte que la mise en place de ce comité consacre effectivement la décentralisation des services publics de l'État voulue par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous invitons aussi le comité sous-préfet de se mettre directement au travail et de maintenir
que les autres corporations syndicales de la place. Notons que l'Ituri constitue la 4e province pour l'installation de comités provinciaux de ces syndicats. Après le Bandundu suivra le Grand Kivu et le Grand Katanga. Un projet de construction de 3 ponts et de réhabilitation de la route de desserte agricole axe Mwanza-Pango-Mupanja long de 15 km vient d'être lancé dans le secteur de Lwilu par la chef de cette entité, Betty Kiando. Plus de précisions dans ce reportage de Ricardo Mambeka. Le village Mwanza-Pango manque de tout. Pas d'école, ni de pont, encore moins des centres de santé. L'acheminement de produits agricoles vers le centre de consommation est un casse-tête. Le développement peine à s'activer dans ces coins du secteur de Lwilu. Après les cris de détresse des habitants de ces villages, Betty Kiando Katoke, chef du secteur Lwilu, qui travaille pour l'intérêt de ses administrés, a décidé d'initier plusieurs projets pour rendre vivable cette agglomération. Le premier est celui d'aménagement et la réhabilitation d'une route de desserte agricole longue de 15 km qui quitte Lualaba Mupanza jusqu'au village Mwanza-Pango. L'office de route est à pied d'œuvre pour rendre praticable cet axe, ainsi permettre aux usagers, notamment les agriculteurs, d'acheminer en toute sécurité leurs produits champêtres. L'utilité de ce projet, c'est d'abord relier les 2 grands villages, Mupanza et Mwanza-Pango. Parmi les conséquences des travaux, nous avons d'abord commencé à ouvrir la route, à les recharger et pour les rendre vraiment carrossables. Et dans ce lot, ici, nous avons la construction de 3 ponts. Le pont Kaungaji, il est presque à 1 km du village Mwanza-Pango, il est de 8 mètres de portée. Le pont Motambo, il est à 4 km, il est de 10 mètres de portée. Là où nous sommes, où on est en train de finaliser ici, le pont Mokuji, il est de 12 mètres de portée. Fiston Sungu, secrétaire permanent chargé de marché public, représentant personnel de la chef de secteur Lwilu Betty Kiando Katoke sur le terrain, accompagné du directeur provincial de l'office de route pour palper l'évolution des travaux. Plusieurs kilomètres sont déjà praticables. L'équipe de l'office de route est à l'étape de construction du dernier pont, celui de Makwiji. Par ces projets initiés par Betty Kiando Katoke, les habitants de Mwanza-Pango peuvent dire adieu aux passerelles de fortune et aux mauvaises conditions de route. Les produits champêtres peuvent être acheminés vers le centre de consommation en toute facilité. Enseignement supérieur universitaire, l'impératif de l'ordre professionnel des journalistes dans l'exercice de la liberté de la presse en droit positif congolais entre la réglementation et la régulation, c'est l'intitulé d'une mémoire DADS défendue à l'université de Kinshasa par l'assistant Guy Blaise Kitiki Kiwaka de la faculté de droit avec grande distinction. Commentaire Guy Matoudou. Un ordre professionnel pour restaurer la discipline dans la profession est plus qu'une nécessité impérieuse. Le récipiendaire Guy Blaise Kitiki souligne que l'avènement de cet ordre va assainir cette profession en proie à des dérapages. Face aux défis posés par les réseaux sociaux, le chercheur Kitiki propose un cadre légal. Avec les règles qui seront mises en place, avec la loi cadre, l'ordre va diminuer les dérapages que nous connaissons. Un journaliste se réveille, il dit le président de la République, Ali Akamini. Mais lorsque le parquet le poursuit, il dit liberté de la presse. Lorsqu'on l'a arrêté, toute la presse s'est ruée sur le pouvoir. Vous attendez que la communication de ces services publie les faits. Et vous allez au-delà de vos investigations, de récupérer une information vraie publiée. En raison de l'absence criante de l'éthique et de la déontologie, un ordre professionnel est le bienvenu. Bonne approche normative, notamment en spécifiant les éléments de réglementation, on va arriver à assainir ces secteurs de 4e pouvoir et en même temps avoir une démocratie vigoureuse. Mais ce qu'il a défendu, qui est en République démocratique du Congo, cet ordre-là professionnel, c'est un travail de grande facture que nous pouvons considérer comme un premier essai. Par cette thèse, Guy Blaise Kitiki appelle à une réforme profonde qui concilie liberté de la presse et respect des lois pour faire de médias un pilier fort de la démocratie congolaise. L'effet président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Kananga, Gabriel Ilunga Kayembe sera inhumé ce samedi 21 décembre à Kananga dans le Kasaï. À cette occasion, un dernier hommage lui a été rendu par ses camarades du parti. Décédé le 6 novembre dernier à Londres,
les corps du défunt président fédéral de l'UDPS Kananga, Gabriel Ilunga Kayembe, a été rapatrié à Kinshasa sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, haute autorité de référence de l'UDPS. Pour honorer la mémoire de ces vaillants combattants de la première ère de l'UDPS dans la ville de Kananga, les cadres et combattants de ces partis de masse se sont retrouvés à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour les rendre les derniers hommages. Dans son oraison funèbre, le secrétaire général de l'UDPS a salué les combats de ses compagnons d'élite d'Etienne Tshisekedi Moulumba de heureuse mémoire. Gabriel Lunga, c'est quelqu'un qui aimait notre parti, qui était disponible à chaque moment pour servir le parti. Ça année suivi la levée du corps pour l'aéroport international d'Ndjili sous la coordination du sénateur Topin Kabongo Mukengeshai. Arrivé dans la ville de Kananga, la dépouille mortelle de Gabriel Ilunga était accueillie chaleureusement par la population de Kananga qui garde de bons souvenirs. Après les formalités d'usage, Topé Kabongo et toute la délégation se sont rendus à la morgue José Oudney où la dépouille de Gabriel Ilunga sera gardée jusqu'au samedi 21 décembre pour son inhumation. Comme recommande la Bible aux chrétiens de pleurer avec ce qui pleure, Topé Kabongo est allé réconforter la famille de l'illustre disparu. Parlons révision constitutionnelle initiée par le chef de l'État et bien l'Alliance pour les actions de développement du Congo a salué cette initiative. Nous sommes là dans la province du Congo central. La révision de la Constitution, telle qu'initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'inscrit dans les cadres constitutionnels, conformément à l'article 218. À cet effet, l'Alliance pour les actions de développement du Congo salue cette initiative. L'Alliance pour les actions de développement du Congo met au défi tous ceux-là qui disent que le changement de la Constitution n'est pas constitutionnel, de nous brandir un seul article de la présente Constitution que nous allons changer qui interdit son changement. 3. L'Alliance pour les actions de développement du Congo sollicite de la Cour constitutionnelle l'interprétation de l'article 5 de l'actuelle Constitution que nous allons changer, car étant menacé par les ennemis de la République en voulant obstruer le droit du peuple à pouvoir s'autodéterminer pour la destinée de sa nation à travers sa souveraineté en exerçant son droit de vote référendaire. 4. L'Alliance pour les actions de développement du Congo dit halte à l'intox, aux menaces, aux intimidations inutiles de la part des ennemis de la République et leur assure que la Constitution de 2006 que nous voyons aujourd'hui, nous ne la reverrons plus jamais. Terminons ce journal par la synthèse de la revue de presse avec notre confrère Jean-Pierre Ndolo-Demassou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Pillage des minéraux en RDC, Apple tente une fuite en avant, constate le phare. Mine de rien, la saisine des juridictions de Belgique et de France par les avocats agissant pour le compte de la RDC pour cause d'exploitation et exportation illégale des minéraux au Nord Kivu a sémé un vent de panique du côté de la multinationale Apple. En effet, la superpuissance firme internationale trouver mieux que d'organiser ce qui a tout l'air d'une fuite en avant. Apple tente de faire croire à l'opinion internationale que les minéraux qui entrent dans la fabrication de ces produits ne proviendraient de la contrebande ni des crimes divers signés par le pouvoir de Kigali sur le sol congolais sous couvert de ces supplétifs du 1-23. En soutien aux déplacés de guerre à Goma, Amida Kamiri et sa fondation La Colombe lancent le restaurant de cœur à Nouveau. L'épouse du président de l'Assemblée nationale, Madame Amida Chatur
Caméré a lancé le 18 décembre 2024 un projet humanitaire visant à apporter un soutien alimentaire aux déplacés de guerre dans l'est de la RDC et n'est pas resté insensible face aux conditions de vie précaires de ses compatriotes au Nord Kivu. Hamid Achatur Caméré a posé un geste fort de solidarité au camp de déplacés de Boulengo à Goma. Le restaurant nourrit 1500 personnes de 2 repas par jour. Une place de choix est réservée aux enfants. Média, la RTNC se hisse en tête selon le sondage Les Points rapporté par Ouragan.cd. La télévision publique a séduit 43% des Congolais en 2024 selon le sondage Les Points. Grâce au leadership du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, la direction générale de la RTNC a consenti d'énormes efforts, lesquels ont débouché sur l'amélioration du contenu. Le média public utilise désormais les équipements de dernière technologie mises à sa disposition par le gouvernement. La télévision publique remonte la pente et se place en tête des télévisions congolaises les plus suivies de janvier à décembre 2024. Avec 43% d'audience cumulée, la RTNC reprend sa place de leader dans le secteur médiatique. Tribunal de paix de Kinshasa-Kinkole, Jacques Ndala, condamné à 2 ans de prison et à 6 mois de servitude pénale. Le prévenu a été reconnu coupable de propagation de faux bruits dans l'affaire de sodomie dont il disait avoir été victime lors de sa détention en 2022 dans les cellules de l'Agence nationale de renseignement. Ainsi s'achève ce journal réalisé par Nono Mansekou, rédigé par Fanny Malonga. Merci de l'attention accordée. L'actualité continue sur la RTNC. Au revoir.